Donc, bienvenue tout le monde à cette grande entrevue dans le contexte du Living Lab Charlevoix avec Mike Ross. Mike Ross est un vice-président senior et il est en charge des ressources humaines à la maison Simons. Et j'ai connu Mike Ross dans le cours International Masters for Health Leadership à l'Université McGill. Et il était un des professeurs. Mike a une formation en droit, est avocat de profession, ensuite a fait un MBA, il a travaillé dans des grandes firmes de consultation, dont McKinsey, voyageant à travers le monde. Et il a parti une petite firme de consultation et fait beaucoup de design thinking. C'est vraiment un pionnier en design thinking. Et nous, il a vraiment changé notre façon de voir les choses dans le Living Lab Charlevoix. Si on parle de design thinking, c'est vraiment beaucoup grâce à Mike Ross. Alors, c'est un honneur de te recevoir, Mike Ross, aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, Mike. Ben, merci beaucoup, Rick. Puis, je pense que vous êtes beaucoup plus adepte sur le design thinking que moi maintenant. Alors, je n'accepte pas tous les éloges, mais c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, puis avec vous tous qui sont là live, puis ceux qui vont l'écouter dans le futur. Oui, c'est un plaisir. Puis le parcours qu'on a eu ensemble, Rick et moi, dans la MHL, mais aussi durant les fameux temps de COVID pour les générations qui vont écouter ce podcast dans les siècles à venir. C'était un parcours où l'adaptabilité, puis l'innovation, puis le design thinking étaient vraiment nécessaires. Puis, anyway, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Puis, j'ai hâte d'avoir la chance de répondre à toutes vos questions si je peux. Et Mike, donc, ça fait, écoute, ça fait déjà presque un an que tu es à Québec. Donc, oui. Tu es quelqu'un qui habitait Montréal, et là, tu es rendu une personne à Québec. Comment c'est vivre à Québec pour un Montréalais? Ça se voit pas souvent, ça. Mais tu sais, c'est enregistré cette chose-là. Hein? C'est comme, c'est un peu, ça va être la question la plus délicate de la journée. Je dirais, il y a des incroyables avantages d'être ici à Québec. Certainement, la proximité de la nature, la proximité de toute cette habilité de sortir de la ville. J'ai des 2 petits-enfants, alors nous sortons là aussitôt que possible. Il fait froid ces jours-ci, mais je pense qu'il fait froid partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais non, mais vraiment, on est heureux ici à Québec. Nous habitons à Vieux-Québec. Alors, toute la vie romantique, on balade sur l'avenue tous les jours, puis il y a les calèches qui promènent en avant de notre maison, puis tout ça. Alors, c'est excellent. C'est vraiment un grand joie d'être ici. Puis de découvrir une autre partie de cette province que, tu sais, on a fait beaucoup de voyages encore plus à l'est, à Tadoussac, à Saguenay, Baie-Saint-Paul, tout ça, le Bas-Saint-Laurent. C'est un bon, comment est-ce qu'on dirait ça, une portail à la reste de l'est de Québec. Et Mike, et donc, et là, tu as sauté vraiment dans dans une position complètement quand même assez différente de ce à quoi tu es habitué de faire, si je comprends bien. Donc tu es quelqu'un qui était beaucoup consultant auprès de compagnies de différentes tailles, beaucoup de design thinking, mais d'autres choses aussi. Et là, tu as vu, en fait, on t'a recruté chez Simons. Est-ce que tu veux nous parler de qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que dans le fond, on va parler aussi de comment le design thinking pourrait être utilisé pour recruter et retenir du personnel en santé et comment tu fais ça finalement chez Simons. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Simons exactement? Mais surtout des photocopies. Alors, si vous avez besoin des photocopies, vous avez juste à me demander. Je fais les 2 côtés, couleurs, comme tu veux. Non, mais sérieusement, mon rôle, je suis dans l'équipe des ressources humaines, puis ultimement, c'est moi qui est en charge de tous nos employés partout au Canada. Nous avons, ça dépend, c'est saisonnier, mais au pic, à peu près 5000 employés partout au Canada. Alors, c'est moi qui est responsable de non seulement de recruter, mais de les former, de les développer, de les retenir, de les donner l'opportunité de s'épanouir dans l'entreprise, dans leur rôle, dans tout ce qu'on fait. Puis comme vous l'avez dit, Rick, c'est un changement
en regardant dans ma passé, moi, j'étais toujours dans les industries de services, disons. J'étais avocat, j'étais consultant, j'étais toujours dans ce qu'on appelle en anglais de professional services, les services professionnels. Mais tu sais, pour moi, c'est pas si loin comme leap. C'est-à-dire que si je pense à mon propre philosophie, puis c'est quelque chose qui va revenir dans notre conversation quand on va parler de design thinking, mais pour moi, c'est vraiment cette idée d'être centré sur l'autre, d'essayer d'être de service toujours. Comment est-ce que je peux aider? Ça, c'est la question que j'aime demander le plus dans ma vie. Puis, dans le conseil, c'est assez simple. Vous avez un client, vous aidez votre client, mais ici, j'ai 5000 clients. J'ai toute une organisation que j'essaie de servir non seulement les actionnaires, Peter puis son frère Richard, mais aussi tous nos employés et nos clients par l'entremise de nos employés. Alors, pour moi, c'est cette question de service. Alors, pour moi, il y a une consistency, je dirais, dans ce que je fais, que c'est toujours basé sur cette question de comment est-ce que je peux aider les autres. Et c'est comment travailler chez Simons? Mais avant que tu répondes, moi, je connais quelqu'un qui sait c'est quoi travailler chez Simons. Et c'est Fanny Trempe, qui est résidente 5 en médecine interne, qui a travaillé là pendant plusieurs années, je crois, comme étudiante, et qui nous a parlé de son expérience. Fanny Trempe, rien de mieux que de t'interpeller à ce moment-ci. Mike Ross veut savoir ce que tu as à dire là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai travaillé, je pense même 7 ans quand je ferais fait le calcul chez Simons. Fin de mon secondaire, cégep, université. Mais c'est avant que M. Ross, vous veniez, je pense, sur Mike, s'il vous plaît. Oui. Mike. Fait que moi, j'ai travaillé sur le cours de la fabrique, là, où les bureaux, anciennement, je ne sais pas si sont encore là, de Peter Simons. Oui, absolument. Puis je me rappelle très bien que, comme plusieurs fois par année, Peter, il descendait, puis il allait serrer la main des employés. Il se promenait dans les départements. Tu sais, peut-être j'avais 16-17 ans, puis il me demandait c'est quoi mon avis sur l'organisation du département, comment ça allait. Tu sais, il me posait plein de questions personnelles, puis il faisait ça avec plein d'employés. Il connaissait le nom des employés plus permanents aussi, là, des gens qui travaillaient là temps plein. Puis il y avait vraiment une belle proximité entre le dirigeant d'entreprise puis les employés comme du plancher. Donc, il y avait beaucoup de confiance puis beaucoup de fierté des employés de travailler chez Simons. C'était une belle philosophie. Est-ce que vous avez travaillé avec Sophie Morissette? Oui. Ouais, ben Sophie Morissette, dans le temps, parce que ça fait longtemps, elle était sur le plancher avec moi. Elle était comme un peu directrice des petits départements, mais elle travaillait comme vendeuse aussi. Là. Puis elle a gravi les échelons. Fait que, comme beaucoup de gens chez Simons, ils commencent à employer à adolescents, puis ils ont envie de faire partie de l'entreprise, ils font des études pour, puis ils gravissent les échelons. Là. C'est une ascension qu'on voit souvent chez les gens qui travaillent chez Simons. Oui, mais je suis assis dans un bureau j'ai Peter sur un côté puis j'ai Sophie sur l'autre côté. Alors, je suis juste exactement là, juste en haut de la magasin, sur le côté de la fabrique, mais c'est excellent. Ouais, c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Et si je peux extrapoler de cette expérience, mais aussi, j'espère que tous vous qui vous avez déjà été client de notre magasin Simons, et j'espère que vous continuez de l'être, mais que j'espère que vous avez eu une expérience similaire. C'est cette idée que même si nous sommes une entreprise c'est une entreprise, et les entreprises, il y a des motivations qui sont pas nécessairement de faire la qualité, mais on est géré avec cette idée de servir nos clients, servir nos employés. Puis ça vient de Peter, puis ça vient de toute l'équipe exécutive aussi, cette idée qu'on est là. Mais aussi, et c'est drôle, c'est intéressant parce que je ne sais pas si tout le monde qui l'écoute connaît l'histoire, mais Simons, ça date de 1840. Alors, c'était fondé par, je ne sais même pas comment le dire, l'arrière-grand-père de Peter. Peter est la 5e génération de sa famille d'être en charge de cette organisation. Puis, lui, puis nous tous, on a vraiment un sens de responsabilité. On a ce service à nos clients, on a ce service à nos employés, mais aussi un service à l'histoire, comment est-ce qu'on dit, legacy, au legacy de toute la famille, à tout le monde qui est venu, qui a vécu avant nous. Alors, dans les décisions qu'on fait, on essaie de garder tout ça en tête tout le temps. Puis comment est-ce qu'on peut agir d'une façon qui
qui est orienté vers cette idée de servir. Alors, merci pour cette interaction spontanée, Fanny. Donc, justement, ma question qui m'intrigue beaucoup, c'est comment est-ce que la maison Simons, Peter Simons, t'ont trouvé? Et parce que tu n'es pas dans le, tu sais, je veux dire, avant ton poste actuel, tu n'es pas dans ressources humaines et tout. Donc, ils cherchaient vraiment quelque chose de différent en quelqu'un comme toi. Donc, comment est-ce que tu as trouvé cet emploi-là? Comment ils sont venus te chercher et ils te donnent quoi comme mission à toi dans ton organisation? Mm-hmm. C'est une excellente question. Je pense que si on met je suis certain que ça ne va pas être la dernière, mais si on faisait un petit 2 par 2, on dit on a les habilités, puis aussi peut-être ici à Simons, on mettrait les valeurs sur l'autre côté. Alors, tu peux mettre les personnes en termes d'habilité et valeurs. Et la réalité, Eric, je pense que vous l'avez bien dit, mais d'une gentillesse, j'en ai pas d'habilité. C'est comme... mais j'ai des valeurs. Et j'ai l'autre façon de faire cette 2x2, on dit souvent en RH, c'est the skill-will matrix. Alors, skill, l'habilité, puis will, c'est le désir, mais pour moi, c'est les valeurs, mais c'est aussi cette idée de vouloir apprendre, de vouloir créer. Et je pense que ceux qui cherchaient vraiment, c'était quelqu'un qui venait pas nécessairement avec tout le bagage qui vient d'avoir travaillé dans RH pendant plusieurs années. Puis, il y a c'est une monde de différence en termes des personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années. Mais historiquement, je pense que les RH, et ça, c'est pas nécessairement quelque chose de positif, mais historiquement, je pense que les RH, c'était une fonction de support qui n'était pas nécessairement impliquée dans les décisions stratégiques de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation faisait son stratégie, puis là, il disait, OK, RH, vas-y, exécutez. Engager ces personnes-là ou faire ci ou faire ça, mais ils n'avaient pas cette opportunité d'être engagés dans le processus. Alors, je pense que premièrement, ils cherchaient quelqu'un qui avait peut-être une opportunité, une habilité d'avoir cette perspective plus longue en termes de l'organisation. Si je l'ai ou non, ça, je suis pas sûr, mais c'est ça qu'ils cherchaient. Le fait que moi, j'ai travaillé dans la consultation, certainement consultation stratégique pendant à peu près 10 ans, ça m'a aidé dans ma candidature. Mais peut-être l'autre chose dans mon candidature, c'est qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui ont fait de l'application. Alors, c'était juste comme ils ont dit, nobody else is going to apply, we'll take this guy, right? Puis aussi, je pense que en termes de mon mandat, je pense que mon mandat primaire, c'est intéressant. Il y a deux côtés là-dessus. Premièrement, c'est cette question de modernisation. C'est-à-dire de moderniser nos outils, de moderniser nos structures, de moderniser comment est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Simons était une entreprise familiale. C'est une entreprise qui était petite. Maintenant, on a 5000 employés. Puis, ces moments de croissance dans les entreprises sont des moments, des fois, assez difficiles pour l'entreprise parce que les façons dont on faisait les choses dans le passé ne fonctionnent pas nécessairement dans le futur. Alors, je pense qu'une partie de mon rôle ici, c'est de repenser les façons dans lesquelles on fait ce qu'on fait et encore cette idée de moderniser ce processus. Mais à la même temps, je pense qu'il y a un autre côté qui est vraiment comme... C'est intéressant parce que je joue dans cette dichotomie chaque jour qui est de ne pas perdre toute l'expérience que Fanny a eue, par exemple, dans son expérience, de ne pas perdre cette touche humaine, de ne pas perdre cette connexion avec nos employés, de ne pas perdre cette différence, cette magie qui fait en sorte que cette entreprise a survécu pendant 180 ans. Alors, je dirais que c'est pour moi, j'ai deux poids sur mes épaules, qui est premièrement d'essayer d'avancer la modernisation, digitalisation, de tout ça, de mettre en place plus de structures, mais à la même pas de ne pas perdre la connexion. Et je peux l'illustrer, juste un petit exemple, si vous voulez, pour l'illustrer, mais maintenant, quand vous voulez pour prendre une vacance ici, il y a une formule à remplir, puis la formule, il y a 3 couches, puis vous remplissez, puis on tire une copie, on vous donne une copie, on garde une copie pour nous, puis on met une autre copie dans le fichier, qui est un fichier, c'est avec des papiers, qui est pas nécessairement la meilleure façon de faire et pas nécessairement la plus moderne façon de faire. On est en train de changer notre système RH pour faire en sorte pour que, par exemple, vous pouvez demander une vacance juste
piétonnage sur des boutons, puis là, c'est fait dans le système. Mais, et je pense que toutes les personnes qui savent l'RH là-dedans vont dire, mais ça doit être encore beaucoup mieux d'avoir ce système, c'est automatisé, les personnes, c'est un peu self-service, les personnes peuvent le faire, tout ça. Mais, le problème, c'est que le moment que vous me donnez votre feuille de vacances, ça, c'est un moment d'interaction. Je vais vous demander, mais où est-ce que vous allez? Ah, vous allez Gaspé cette année, mais vous n'avez pas allé à Gaspé l'année dernière? Ah, c'est OK, c'est la cousine de ta femme qui a la maison. Ah, OK, là, je me souviens, OK. Mais votre chien vous accompagne? Tu sais, ça donne l'opportunité d'avoir une connexion humaine. Qu'un système qui est totalement self-service, on le perd. Puis moi, je suis le gars que, autant possible, au lieu d'utiliser la machine bancaire, je m'en vais pour voir la personne dans le banque. T'sais, moi, je suis la personne que dans le supermarché, je vais pour les caissiers qui sont des humains au lieu de la caisse automatique. Parce que pour moi, je pense que si on perd cette connexion humaine, on perd beaucoup. Anyway, ça, c'est juste une anecdote, une illustration des poids que moi, j'ai sur mes épaules. C'est cette idée. Puis c'est pas un poids énorme, mais regarde, je parle à des professionnels de santé. Je sais que, et puis essentiellement, ces jours-ci, c'est pas des poids énormes. J'ai fait des photocopies les jours, mais quand même, c'est un questionnement qu'on se demande chaque jour. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait changer? Et qu'est-ce qu'on va perdre si on le change? Ou, par contre, qu'est-ce qu'on peut garder pour faire en sorte que, oui, on peut moderniser le système. On va moderniser ce système de vacances, mais on va faire en sorte que il appelle ça un workflow, mais dans le processus de l'approbation de ces vacances, la personne qui est la directrice de RH doit aller parler à la personne pour maintenir cette connexion humaine. Et encore, c'est ça mon travail. Alors, c'est très intéressant. Et Mike, pour une genre de décision comme ça, comment est-ce que vous réfléchissez et comment vous intégrez le design thinking à cette prise de décision-là, à cette refonte finalement de comment on prend nos vacances? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je dirais? Pour moi, le design thinking, puis on utilise les gros mots, c'est blablabla, mais pour moi, le design thinking, puis on s'est déjà parlé beaucoup sur ça, Rick, mais pour moi, le design thinking, c'est deux choses principales. Le premier ingrédient, c'est cette idée d'être focusé sur l'autre. Cette idée de l'empathie, cette idée de questionner mes propres perspectives et d'essayer de regarder le monde d'une perspective d'autre, la perspective de quelqu'un d'autre. Et l'autre aspect de design thinking, c'est cet aspect itératif, cet aspect d'essayer quelque chose, de voir, de voir qu'est-ce qui se passe avec. Alors, comment est-ce que j'intègre le design thinking là-dedans? Mais premièrement, c'est au lieu de juste, c'est moi dans mon bureau qui dit, OK, c'est ça le changement qu'on va faire, j'essaie d'interagir avec des personnes qui vont vivre la conséquence des décisions que je le fais. Et de voir, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis honnêtement, tu sais, avec ces choses de vacances, ce qu'on a fait, c'est on a fait pas un focus group nécessairement, mais on a convenu des directeurs de RH, des personnes qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience avec nous. Puis on les a demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment quand vous faites les vacances? OK, mais j'ai rempli OK, mais qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi les bonnes choses qui viennent avec cette interaction? Des choses comme ça. Mais vraiment pour comprendre, si je peux utiliser les mots techniques, mais pour comprendre l'expérience utilisateur. Tu sais, la personne qui va utiliser ce processus de vacances, eux, ils ont une expérience. Moi, j'ai pas cette expérience. Alors, je veux me plonger autant possible dans cette expérience pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette expérience. Alors, ça, c'est une chose, puis on va parler de ça, je suis certain, de plus dans notre conversation. Puis l'autre côté, c'est vraiment cette idée d'itération, c'est d'essayer. Puis nous sommes vraiment dans le processus d'implémenter ce nouveau système RH. Et là-dedans, on a des changements, des décisions qu'on fait, qu'on dit, OK, mais si on met ça en place, est-ce que ça serait difficile de le changer, de l'enlever? Puis on essaie de nous garder toujours des sorties au cours de la route si c'est nécessaire de changer quelque chose que si on voit que ça marche pas. Ça, c'est une question qui est un peu plus compliquée parce que de changer un système, c'est de changer un système, mais puis on va pousser go, puis on va le retenir. Mais souvent dans les décisions qu'on fait, on essaie de faire des petits pilot exercises, des pilotes, avec peut-être un magasin ou peut-être avec un rôle dans un magasin ou quelque chose comme ça. On va dire, OK, mais essayons-nous ça. Par exemple,
récemment, comme vous le savez, il y a une pénurie de main-d'œuvre ici à Québec qui fait en sorte que c'est difficile de trouver du monde. Puis beaucoup des entreprises lancent puis offrent des primes de référencement. C'est-à-dire que si vous travaillez chez nous puis vous référez un ami, là, on va vous payer une prime. Mais là, on a essayé des primes avec des différentes structures dans plusieurs différents magasins, dans plusieurs de nos différents emplacements pour voir qu'est-ce qui marche bien. Est-ce que je vous donne la prime? Est-ce que je donne à la personne qui est engagée? Est-ce que je vous donne une prime à chacun? Est-ce qu'au lieu de donner une prime pour le référencement, je donne juste une prime pour le nombre de personnes qui réfèrent le plus? Tu sais, il y a un prix pour ça ou est-ce que je donne une prime chaque fois? Et je te dis, dans au moins 5 de nos magasins, c'est quelque chose de différent dans chacun des magasins, juste pour expérimenter, pour voir qu'est-ce qui marche bien, puis qu'est-ce qu'on apprend d'utiliser ces différentes approches. C'est fascinant, Mike. OK. Mais avant, donc, tu nous as donné quand même un exemple un peu de design thinking, donc la phase d'empathie, l'écoute, de bien comprendre, centré sur le client, sur les employés. Alors, en tes mots, est-ce que tu peux nous dire, tu sais, c'est quoi en tes mots le design thinking? Comment tu le vois, toi? Mais honnêtement, pour moi, c'est deux choses. Mais je vais dire le mot pour moi qui est design thinking. Puis là, je vais le décorter dans des parties. Pour moi, le design thinking, c'est pas quelque chose de nouveau. En réalité, c'est la chose le plus ancien. C'est l'évolution. Si on pense, et puis j'ai aucune critique s'il y a des personnes ici qui croient pas dans l'évolution, darwinisme puis tout ça, vous pouvez lever votre main, mais je dois présumer avec le crowd qui est là, des personnes le croient. Mais disons, acceptons que la thèse de Darwin est correcte, que l'évolution, c'est un processus d'itération. Pour moi, le design thinking, c'est vraiment ça. C'est juste comment est-ce qu'on peut utiliser ce processus d'itération dans une façon structurée. Parce que si j'allais, quand j'étais consultant, si j'allais à un de mes clients, puis j'ai dit, mais pour résoudre ce problème, on a juste besoin de faire l'évolution, ils vont dire, mais t'es fou. Tu sais, on n'a pas le temps pour ça. Alors, le design thinking, pour moi, c'est une façon d'accélérer le processus d'évolution. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que pour un produit, pour un service, pour quelque chose qu'on veut concevoir, quelque chose de nouveau, mais premièrement, on ne sait pas la réponse. C'est l'humilité de savoir que c'est pas moi qui va décider que ça, c'est une bonne idée, mais c'est le marché, c'est l'environnement. C'est cet aspect d'évolution. C'est pas comme moi que je vais décider, les tortues dans les Galapagos vont être vraiment grands, puis les tortues de quelque part d'autre font vraiment petit. C'est pas moi qui ai décidé ça, c'est le marché des tortues, le marché, l'environnement, l'écosystème dans lequel les tortues vivent qui ont décidé leur grandeur. Alors, ce que moi je dis comme conceveur d'un nouveau service, produit, façon de faire, je dis, moi, j'ai aucune idée c'est quoi la bonne réponse. Autant que moi, je suis pas nécessairement, moi, je suis aussi un consommateur peut-être de ce produit, service, de cette chose. Oui, peut-être j'ai une idée, mais vraiment, j'approche le problème avec l'idée que c'est pas moi qui va décider si c'est bon ou non et j'ai aucune idée. Mais qui a cette idée-là? C'est l'écosystème, c'est les utilisateurs, c'est le marché, c'est hors de moi, c'est à part de moi. Alors, la première chose dans le design thinking, c'est que il faut que je me plonge, je me baigne, je me expose autant que possible à ces autres possibilités, ces autres perceptions, ces autres façons de voir le monde pour que je peux questionner mes biais, mais aussi pour que je peux accélérer un peu le processus d'évolution. Je peux commencer avec un produit, service, etc., qui est déjà 2 pas en avant, 3 pas, 4 pas, 1 millier de pas en avant dans ce processus évolutionnaire. Ceci fait, la prochaine grande étape de design thinking, puis on peut parler de structure plus formelle, mais la prochaine grande étape de design thinking, c'est de prendre cette nouvelle idée, processus, etc., produit que j'ai conçu et de le mettre dans le marché pour qu'il puisse s'évoluer autant possible, le plus vite possible. Alors, si je design une nouvelle tasse de café, puis j'attends que j'ai j'ai bâti la moulure pour la tasse de café, puis je sais pas si moulure, c'est le mold, mais j'ai bâti toutes les choses, etc., blablabla, puis j'attends, puis je crée 100 000 tasses de café,
Puis là, je me trouve que, comment qu'on dit ça, the handle? Poignet. Le poignet, merci Jean-Guy. Le poignet, c'est trop grand, c'est trop petit. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai skippé toute cette phase d'évolution. Alors, la première chose que je vais faire, je vais faire une tasse de café en plastique, en plasticine, en caoutchouc, je sais pas, mais je vais couper ça, puis ça va être laid. Mais là, je peux mesurer, oui, OK, ça, c'est bon, le poignet. Et les premiers poignets que je fais vont être trop grands, trop petits, mais on a expérimenté pas juste avec moi, mais avec les utilisateurs, finalement, de mon tasse de café. Je peux l'avoir, puis je peux le changer avant que je fais tout le processus de production de mes tasses de café, juste pour découvrir après que ça n'était pas bien fait. Et là, ça, c'est un continu, que chaque fois que je produis ça, puis mes prototypes, tu veux utiliser le mot de l'art, les prototypes vont être plus en plus raffinés avec le temps. Tu sais, le premier va être fait à la main avec du papier, du carbone, je sais pas. Mais la prochaine fois, je vais peut-être faire je vais peut-être faire en moulure, je vais peut-être faire une tasse de café. Je vais tester ça. Est-ce que ça, maintenant, j'ai le matériau. Avec le papier, je ne pouvais pas tester si l'eau rentrait là-dedans, mais même le matériau, je dis, je veux que ça soit noir, je veux que ça soit assez dur, je veux que ça ne se casse pas. Tu peux commencer à faire des tests plus sophistiqués pour continuer ce processus d'itération. Puis encore, tout ça, c'est l'évolution. Je l'expose à des différentes façons, des différents aspects de l'écosystème, le chaleur de l'eau, la possibilité de briser si ça marche dans la vaisselle, tout ça. Mais je l'expose d'une façon intelligente parce que je veux pas juste l'évolution qui se fait tout seul. Je veux que l'évolution soit faite d'une façon assez rapide. Alors, moi, j'ai besoin de concevoir c'est quoi toutes les choses que je dois exposer dans l'écosystème, puis je vais faire ces expositions d'une manière assez pensée, assez robuste, assez réfléchie. Puis avec toute l'humilité il y a certainement quelque chose que je vais oublier, puis je vais trouver ça au fur et à mesure que je fais des tests. Est-ce que cette façon de faire de design thinking fait partie un peu de ta façon de voir la vie à tous les jours, tu sais, dans ta vie quotidienne? Est-ce que avec tes enfants, j'ai vu ton gym dans le sous-sol, là, tu peux nous expliquer ton gym, tu sais? Mais je veux dire, tu sais, il y a quand même, tu sais, il y a des façons, OK, teste des affaires simplement. Est-ce que ça fait partie de ta vie à toi? Et ça fait partie de ta vie. Et comment, quand tu es arrivé chez Simons, est-ce que ça faisait aussi partie de la vie de Peter Simons et de toute l'organisation, cette philosophie-là, ou tu es quand même encore en train d'essayer de bien d'expliquer les choses, les façons de faire et comment de temps ça prend pour. Donc, que là, j'ai posé plusieurs questions. Oui, tu réponds comme tu veux. Je vais commencer à prendre des notes, Rick. Est-ce que ça fait partie de la façon de faire dans ma vie? Je dirais oui. J'essaie de penser à un exemple pertinent à ça. Mais je pense que si tu demandais à mes amis, c'est quoi comme mes catchphrases, c'est quoi les choses que je dis trop souvent qui deviennent. Puis un que j'utilise beaucoup, c'est well, let's try it. Puis ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Puis j'essaie de mettre comme parent, on n'a pas tout le contrôle qu'on pense qu'on a sur la pensée de nos enfants, mais j'essaie de l'aider mes enfants à réfléchir sur ces types de choses. Puis de voir que des choses ne sont pas nécessaires qu'elles soient parfaites. C'est comme quelque chose qui est essayé. Puis, laisse-moi rephraser parce que je viens de juste de penser à quelque chose qui est peut-être un modicum plus intelligent que ce que je viens juste de dire. J'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour à l'entreprise qui prenait un nouveau rôle. Puis elle était un peu, c'est un step-up pour elle. Puis elle était un peu, disons pas nerveux, anxieux, je sais pas, mais j'espère pas anxieux. Encore avec des professionnels de médecine, je devrais pas utiliser des mots médicaux, mais elle était un peu comme, je sais pas si je peux avoir le succès là-dedans, puis tu sais, etc. Mais j'ai dit, mais comment est-ce qu'on définit le succès dans ce rôle?
Elle a dit, mais oui, on a les KPIs, on a des choses à atteindre, des choses comme ça. Et là, j'ai dit, mais, tu sais, pour moi, oui, peut-être dans 2 ans, oui. Mais pour cette première période dans ce nouveau rôle, pour moi, pour vous, ce que je vous suggère, c'est que vous définissez le succès comme apprendre. Si on dit que notre objectif, c'est d'apprendre, même si on échoue, on a de le succès. Et pour moi, je dirais que si je déclarais mes objectifs dans ma vie, juste pour dévoiler tous mes secrets pour tout le monde, c'est 2 choses. Un, c'est aider. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, le service aux autres, c'est quelque chose qui est incroyablement important. Puis le deuxième, c'est d'apprendre. Alors, qu'est-ce que je cherche dans ma vie? C'est les opportunités de faire ces 2 choses-là. Et alors, est-ce que ça, c'est le design thinking? Je dirais oui. Je dis oui parce que le design thinking, dans son corps, comme j'ai dit, c'est centré sur l'autre. Alors, c'est l'aider les autres. Puis, j'ai déjà écrit quelque chose là-dedans, puis je suis pas sûr, mais à un moment, j'avais la pensée que good design is altruistic. Du bon design, c'est l'altruisme. Est-ce que c'est un mot en français? Je sais pas. Mais il doit être fondé sur cette idée d'aider, même s'il y a des choses qu'on design, comme, je sais pas, des boîtes de céréales qui font en sorte que mes enfants veulent manger des choses qui sont pas bonnes pour eux. Mais un bon design, quelque chose qui est bien fait, c'est quelque chose qui donne quelque chose à l'autre. Si j'ai bien conçu ma tasse de café, chaque moment que j'ai mon café, je dis, je sens bien. Alors, je pense que le design thinking, il y a ça, puis aussi cette idée de apprendre. Tu sais, l'objectif de l'évolution, c'est d'évoluer. Ils n'ont pas un objectif à part de juste continuer ces cycles d'amélioration sans un but qui est différent que peut-être survivre et apprendre. Alors, je pense que oui. Je pense que le design thinking infuse ma vie. Puis, s'il y en a d'entre vous qui veut explorer ça plus profondément, il y a un livre qui s'appelle Designing Your Life, qui a été écrit par 2 gars qui ils enseignent le design thinking à le D-School de Stanford, qui est l'école vraiment oui, exactement, vraiment le fancy school of design thinking globalement. Puis ils enseignent là-bas. Puis ils ont écrit un livre qui s'appelle Design Your Life, qui est un livre avec des exercices puis des choses comme ça pour utiliser vraiment le design thinking pour concevoir. Mais pour moi, c'est vraiment cette idée de juste laisser les choses s'évoluer. Je pense que nous pensons toujours qu'on doit en avoir une idée d'une destination finale. Puis si cette entrevue était en personne avec un bière, peut-être on pourrait commencer à parler de toute cette idée de bouddhisme, mais peut-être d'une spiritualité, des choses comme ça, qui est liée à toutes ces idées c'est le parcours et pas les destinations, mais I'll leave that aside because it's still business hours. OK. Non, mais c'est parce que le design thinking, c'est aussi les vraies choses. OK? Oui. Alors, pourquoi est-ce que, puis on en parle de ça souvent ici, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et je pense qu'on t'a déjà posé cette question-là dans la MHL, tu as dit, tu sais, moi, oui, j'aime ça apprendre, tu sais, j'apprends le design thinking. Au pire, on apprend quelque chose. OK? Puis, j'aime aider. Puis la question, tu sais, c'est, on n'a pas beaucoup de temps, c'est comment on investit notre temps et toi, tu l'investis à essayer d'apprendre et à aider les autres personnes. Puis la question, c'est, on peut gratter encore plus loin dans le design thinking, c'est pourquoi tu veux aider? Mm-hmm. Pourquoi toi, tu veux aider? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a du vrai altruisme dans le monde? Est-ce que notre idée, notre désir d'aider les autres, il est fondé sur quelque chose qui est une fondation profonde, forte, qui est « je veux juste contribuer à la société » ou est-ce que c'est un format de satisfaire nos propres égos, de satisfaire nos désirs d'être aimés, d'être bien perçus par les autres? Je suis pas assez expert en psychologie. Pour répondre à cette question, je vous dirais que si vous me demandez cette question-là il y a 20, 30 ans, j'approche mes cinquantaines, je dirais, il y a une grande partie de ça qui est cette désir d'être aimé, d'être valorisé par les autres.
Mais en même temps avec l'âge, cette désir cette réflexion de mon valeur dans le regard des autres, ça diminue. Grâce au bon Dieu dans le ciel ou quoi que ce soit, parce que je te dis, ça c'est le plus lourd poids qu'on a tous. Hein? C'est cette idée de il faut être bien perçu par les autres. Ça, c'est quelque chose ça, c'est un poids réel, ça, de apporter ça avec vous chaque jour. Et ça, c'est une chose que l'âge, je sais pas, vous êtes tous trop jeunes pour l'avoir expérimenté, mais ceux d'entre vous qui sont un peu plus à mon âge, je sais pas si vous avez eu Non, oui, mais j'essaie d'être gentil. mais au moins pour moi, ça, c'est quelque chose, je trouve qu'avec l'âge, c'est... Alors, ce désir s'effondre, puis ce qui est laissé, c'est vraiment le désir d'aider. C'est drôle. Tu sais, je sais pas, je pense que peut-être je deviens plus convaincu que ce désir dans moi d'aider les autres, c'est fondé, puis c'est la fondation en soi. C'est pas basé sur un désir d'être bien perçu, d'être aimé. Je suis pas libre de cette désir, mais ça s'améliore. Et ben, tu vas dans la bonne. Tu introduis aussi le sujet de la science du bonheur, tout ce qui est positive psychology. Mm-hmm. Puis finalement, dans les ingrédients du bonheur, c'est vraiment aider les autres. Donc, oui. Les gens qui le font, qui l'essayent, se rendent compte très rapidement qu'ils sont de plus en plus heureux. Donner $1 à un sans-abri, dire merci à quelqu'un, voir un geste. Les gens le voient que ça leur fait du bien. Et plus ils font ça, plus ils se sentent mieux. Et c'est comme... fait que c'est intéressant ce que tu dis, comment ça se transforme. Donc, tu as peut-être compris aussi le sens du bonheur à quelque part beaucoup. Et apprendre aussi, c'est quelque chose d'autre qui est la curiosité, l'apprentissage. C'est un autre ingrédient bien étudié dans la science du bonheur. Donc, tu sais, sur la track, t'es full heureux, Mike, et tu l'es déjà probablement. Bon, là, c'est intéressant parce qu'on a parlé des vraies choses, puis on a parlé on va parler, tu sais, fait que nous, on a plein de personnes qui ont différents projets d'innovation, sont au stade où ils vont former des équipes, ils vont amener une innovation à une autre idée, à un autre niveau, et on parle beaucoup de, tu sais, des trucs assez simples qui se réalisent rapidement, mais il y a des projets un peu plus grands quand même, des projets même avec Dr. Girard, la santé publique, un peu de rétablissement, de reconstruction, finalement, le terme n'est pas exact, mais un peu de rebâtir un peu la société post-pandémie, d'essayer de reconstruire. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'aimerais ça que tu nous parles de comment tu fais de grosses affaires en petites affaires. OK? Mm-hmm. Tu pars d'une grande idée dans le design thinking. Je veux faire ça. Parce que ça prend des moonshots de temps en temps. Parce qu'il faut que ton idée soit suffisamment grande pour attirer les gens et suffisamment petite pour être réalisable. Mm-hmm. Donc, toute cette question de le moonshot, mais plus réel. Donc, à quelque part, comment est-ce qu'on déconstruit une grande idée, Mike? Tu t'avais fait un exemple avec nous dans le Living Lab. Tu sais, quand tu te souviens, dans le Blind Spot, avec Henry, Leslie, Joanne Yu, on réfléchissait à créer un stage, d'amener des jeunes des résidents dans les régions rurales. Puis on s'est mis à appeler des associations professionnelles. On a appelé des doyens de facultés de médecine. On a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de déployer des résidents à travers le Canada? On est en avril 2020. Puis là, les gens disent, peut-être une bonne idée, mais très compliqué. Les gens ne vont pas faire ça, c'est trop compliqué. Vous devez demander des autres. On s'est dit, c'est une urgence. Puis il faut faire quelque chose avec. Alors, c'est toi qui as dit, et Joanne, je pense, vous avez dit, pourquoi pas dans le Living Lab, tu sais, vous avez déjà une affaire. Puis c'est ça qui a commencé. On est rendu au prototype 6, grâce à toi, grâce à beaucoup de personnes. Mais à quelque part aussi, je me rappelle, comme on n'était pas capable d'en avoir suffisamment de personnes, tu as dit, pourquoi tu ne le fais pas avec une personne? Mm-hmm. Et là, j'étais comme, yeah, just do it with one person, just do it with one resident. Mm-hmm. OK, on va laisser avec un.
finalement, on a eu plusieurs pour des concours de circonstances. Mais cette idée-là de faire quelque chose de petit, moi, j'ai appris ça de toi. Et c'est quoi? Comment tu peux faire une idée petite? Fait que là, Jacques Girard, je vais le mettre sur le spot. Fait que, Docteur Girard, donnez-moi une grande idée de qu'est-ce que vous voulez faire. Puis on va donner le défi à Mike Ross de vous le couper en plus petits steps possible, dans le plus grand impact. Donc, le magie live, là, rien de préparé. La magie live, oui, OK? Oui, je vais juste sortir mon PowerPoint ici. Le PowerPoint. Oui. Et je serais intéressé d'entendre Sonia aussi parce que Sonia, donc directrice d'un grand département. Pauvre Sonia, j'ai l'impression que je t'interpelle souvent, mais c'est une raison pourquoi j'ai fait ce cours-là dans MHA, c'est vraiment parce que les bureaucraties m'ont tué. Et à quelque part, vivre là-dedans, c'est vraiment difficile. Donc, comment tu fais un petit coup dans une bureaucratie? Comment tu fais un petit coup dans une grande société? Alors, Jacques, un pitch rapide d'une grande idée et Mike, il peut nous sortir des idées. Et là, c'est juste pour avoir du fun. Là. C'est pas c'est pour avoir du fun et voir comment on peut stresser Mike, voir s'il n'y a pas de la sueur en toutes ses aisselles avec la chemise et voir si... mais ça n'arrivera pas. Jacques. Oui, Richard, écoute, d'abord, je voulais juste peut-être profiter de cette occasion-là pour remercier beaucoup Peter Simons qui nous a donné en fait un congé, qui a donné congé à ses employés le jour des Autochtones. Absolument, oui. C'était le fin septembre, le 30 septembre. Je crois que c'est la seule entreprise qui s'est commis de cette façon-là. Pour moi, ça a l'air de rien, mais c'est super important au niveau de la symbolique que ça représente. Mm-hmm. Parce que, évidemment, les employés avaient congé cette journée-là, et on suppose quand on a des congés comme celle-là, il y a toujours la valeur de ce que représente cette journée-là. Donc, moi, ce que j'ai compris de l'entreprise, c'est que vous avez donc mis votre personnel en disant, écoutez, réfléchissez parce que cette journée-là, elle n'est pas comme les autres. Mm-hmm. Et on vous demande, vous vous retirez de travail parce qu'on pense que c'est une journée importante. Donc, le fait de marquer ça, pour moi, j'y reviens, c'est un peu pour revenir peut-être à ce que Richard m'a demandé. C'est que dans le fond, pour moi, je répondrai peut-être un peu à c'est la façon avec laquelle j'aurais tendance à l'aborder. C'est que fondamentalement, je pense qu'on est un peu altruiste. Puis quel que soit l'âge, je pense que j'aimais beaucoup quand Mike le mentionnait que plus on avance en âge, plus on a moins besoin du regard de l'autre. Par contre, ce qui devient évident avec l'âge, c'est la conscience qu'on n'est pas seul. Oui. C'est la conscience qu'on a besoin des autres. C'est la conscience qu'on a besoin de cette vie en société que nous avons. En fait, elle correspond à une nécessité qui nous vient finalement de nos ancêtres. Les premiers hommes qui devaient se mettre ensemble devant des menaces. Or, on est encore devant des menaces. Et la régulation sociale, les règles que nous donnons dans une société, en fait, c'est justement pour nous assurer que tout le monde y trouve son compte parce qu'on a besoin des uns et des autres. Et s'il y en a qui refusent de jouer cette règle du jeu, comme c'est le cas de M. Poutine actuellement, mm-hmm. On est comme dans une situation où est-ce qu'on est déstabilisé et ça nous oblige finalement à trouver des solutions, je dirais, un peu créatives. J'imagine que c'est... Donc, vous voyez, là, je suis un petit peu macro, mais en même temps, je reviens à Charlevoix. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé à Charlevoix, c'est le paradoxe suivant. C'est le milieu où, au niveau des indices que j'appellerais épidémiologiques, en termes là, le portrait de la société, donc des personnes qui vivent dans Charlevoix, elle est d'une manière significative différente du reste de la région. Que ce soit au niveau de l'âge, au niveau des comorbidités. C'est un milieu qui est plus fragile, d'accord, à ce niveau-là. Par contre, je ne sais pas, on n'a jamais fait d'études sur le bonheur ou sur... alors, je suis sûr que Richard y pense, mais moi, je pense que le paradoxe, c'est que cette société-là, je dirais ce microcosme finalement du Québec qui se retrouve dans Charlevoix,
il y a quelque chose de différent et ça s'appelle probablement la solidarité ou la cohésion sociale. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ne pensent pas de la même façon. Et je me rappelle quand nous avions cette discussion-là avec certains élus, justement, on nous disait, vous savez, c'est pas tout le monde qui pense de la même façon dans Charlevoix. Mais j'espère, parce que c'est pas justement la cohésion sociale, c'est justement lorsqu'on est capable de faire des compromis puis de trouver des manières, finalement, là, de se protéger les uns les autres, finalement. Alors, le projet que nous avons, nous voulons un peu soumettre à nos stagiaires qui vont arriver la semaine prochaine, Marianne et moi, qui est ici, là, qui pourra ajouter si elle le désire, là. C'est justement d'y aller avec comment est-ce qu'on peut gagner plus de santé et de bien-être en agissant justement sur certains déterminants de la santé. Alors, ça peut être effectivement, on parle beaucoup justement du soutien communautaire ou le tissu social, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de littérature, notamment en sciences sociales, sur cet enjeu-là, et aussi en santé, puisqu'on s'est rendu compte que ce qui va déterminer finalement les conditions de santé, c'est pour ça que je reviens peut-être, c'est Charlevoix en santé, ben c'est sa capacité finalement de se retrouver en phase avec finalement les contributions des uns et des autres d'une manière coordonnée. Donc, et ce qui est intéressant dans cette vision-là que nous avons, c'est que c'est là où on rejoint justement les projets saillants du Living Lab, parce que ça tourne beaucoup autour de l'établissement qui est Baie-Saint-Paul, mais c'est pas uniquement Baie-Saint-Paul, bien évidemment, c'est l'ensemble du territoire. Il y a aussi des éléments par rapport au personnel de santé. Moi, j'ai toujours cru, dans toute ma vie, je pense, depuis les 30 dernières années, je n'ai jamais réussi à me convaincre du contraire que un des éléments moteurs de travailler dans le domaine de la santé, c'est non seulement justement d'aller chercher, puis je pense que vous l'avez bien dit, là, Mike, le service de l'autre, le fait d'apprendre. Alors justement, le fait d'apprendre, pour moi, le professionnel de la santé, celui qui est le plus accompli de ce que j'ai vu dans toutes mes expériences, particulièrement internationales, et je me réfère beaucoup à l'Afrique, je me réfère aussi à l'Amérique latine, les sociétés les plus cohésives, je me rendais compte que le personnel de santé était un élément clé de ça. Et le personnel de santé faisait corps avec justement les acteurs de cette société-là. Et j'ai toujours pensé que finalement, où ça devient plus évident lorsqu'on travaille au niveau de la première ligne. Donc, c'est pour ça que dans toute ma carrière professionnelle, j'ai toujours mené beaucoup de travaux sur la première ligne, sur ce qui se passe au niveau de la première ligne ou les soins de santé primaires. Parce que justement, les soins de santé primaires, c'est d'être en phase avec les besoins de la société, les besoins d'une communauté en particulier. Et quand les professionnels de la santé sentent qu'ils ont un rôle par rapport à la mobilisation du travail pour que cette cohésion sociale se fasse autour des enjeux de santé, la population, de fait, devient en plus grande santé, a des dividendes qui leur sont donnés. Et là, dans Charlevoix, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qu'on va demander à nos stagiaires de regarder. Il y a peut-être justement, puis là, on va beaucoup plus loin que la prévention. On est vraiment dans un paradigme de ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est-à-dire de créer un environnement qui existe déjà à Charlevoix. C'est pour ça que je disais à Richard et Jenny, nous, on est beaucoup intéressés par le design thinking et on va l'utiliser justement avec nos stagiaires. Mais on va peut-être y rajouter un autre élément. Puis je ne sais pas, Mike, si vous connaissez cette autre école qui a été développée, entre autres, par David Cooper-Ryder, ce qui s'appelle l'Appreciative Inquiry. Oui, certainement. Parce que Charlevoix correspondrait de manière idéale à ce contexte-là. Pourquoi? Parce que c'est positif. Donc, l'idée, là, c'est qu'on ne part pas nécessairement des problèmes. On part de ce qui va faire une valeur ajoutée. Vivre dans Charlevoix,
Et là, c'est pour ça que je dis que c'est un paradoxe, parce que Richard, dans le fond, il mène justement ce que j'appellerais le combat pour amener une plus grande reconnaissance du milieu rural, qui effectivement est un peu délaissé par nos décideurs, notamment par rapport aux ressources. Ça, c'est un enjeu majeur qui est très important. Maintenant, on sait aussi que cette force-là est un peu comme contrecarrée par le fait que on a dans Charlevoix un avantage manifeste. Alors, évidemment, si on conjugue les deux forces, ben, on va arriver vraiment là. Donc, l'appreciative inquiry, c'est en fait une façon, en fait, de travailler avec les différents acteurs. Donc, on va considérer le territoire, de dire, ben, quelles sont les forces et quelle sorte de vision on veut finalement rendre explicite. Et on va faire tous les moyens pour que notre population demeure en santé. À la limite, puis là, je ne veux pas tomber dans Confucius, mais à l'époque de Confucius en Chine, il y a plusieurs millénaires, on attribuait on considérait que le meilleur médecin ou le meilleur professionnel de la santé, il y en avait même à cette époque-là, il y a 3000 ans, bien avant Hippocrate. On disait, ben, la façon d'évaluer la capacité qu'il avait de faire son travail, c'était en faisant en sorte que les gens n'aient pas besoin de consulter. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Mais pas besoin finalement de recourir aux services de santé. Évidemment, ça, c'est théorique parce que dans la réalité, on aura toujours besoin justement de services de santé. Par contre, le fait de faire en sorte que d'être en mode de prévenir un certain nombre de complications qui sont plus compliquées à gérer, en fait. Puis je pense que Sonia est avec nous et elle va peut-être intervenir tout à l'heure. Mais Sonia vient de la famille. Oui, comme médecin de famille, c'est super important. Fait que je m'arrête ici juste pour vous dire que je dirais notre vision par rapport à ça, c'est vraiment Charlevoix en santé et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les acteurs avec le personnel de santé. Et là, à ce moment-là, on donne un rôle beaucoup plus important à l'établissement. L'établissement devient un établissement communautaire. Il rayonne dans sa communauté parce qu'il sait, et le personnel est là, les infirmières sont là, les médecins sont là, et ce sont aussi des citoyens de Charlevoix, au même titre que les autres, mais ils comprennent que pour des gains de santé, ben, ils ont un rôle à jouer, et la population aussi, on leur donne aussi ce rôle-là avec le pouvoir d'agir. Voilà, je m'arrête ici. Fait que là, Mike, merci beaucoup, Jacques. Donc, on a une vision complexe de la santé publique. On est dans la prévention, on est dans il y a vraiment beaucoup d'enjeux, une vision communautaire. Bon, il y a probablement, Jacques en a pas parlé, il y a probablement c'est quelqu'un qui connaît beaucoup les enjeux, les différentes personnes, la complexité des enjeux. Et la santé publique, c'est une discipline différente de la médecine d'urgence. Là. Nous, c'est peut-être pas très compliqué. Là. Le patient arrive avec un problème, c'est un problème, on va régler le problème. Donc, ils sont des années d'avance, ils vont penser stratégiquement, ils sont entre le politique, les citoyens, ils touchent à beaucoup de choses, pas juste la pandémie. Donc, c'est très complexe. Et Jacques est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien ce concept-là. On l'a bien reçu en grande entrevue, puis on essayait vraiment d'aller chercher des fois des controverses, mais toujours, il arrive bien à nuancer et donc nous permettre de comprendre les particularités d'une situation complexe et nous permettre de ne pas juste voir ça en noir et blanc. Mais là, il t'a décrit une affaire globale. Mm-hmm. C'est pas. Fait que là, qu'est-ce que tu dirais? Fait que là, qu'est-ce que tu ferais avec ça, mettons, dans le small step, en quelques semaines? Comment il pourrait faire pour que cette vision-là aille un petit peu plus loin pour avoir un impact dans l'esprit du design thinking? C'est une excellente question, puis c'est une grande question, mais merci beaucoup pour l'explication, puis merci beaucoup pour la description, puis aussi merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Juste pour continuer le point sur la journée où on était fermé, la journée de la réconciliation, pour moi, l'aspect le plus fort dans tout ça, juste personne ne le sait, mais il y avait beaucoup de journaux qui ont appelé Peter pour avoir son opinion sur ça.
Puis, tu sais, des journalistes qui ont l'appelé pour dire, mais qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi que vous faites ça? Blablabla. Et ce que Peter a dit à tout le monde, c'est dit, je pense que c'est pas le jour où quelqu'un comme moi, il a pas dit, mais un homme blanc, c'est pas à moi de vous dire quoi penser. Et je trouvais ça vraiment, pour moi, c'est le message encore plus fort. Oui, on a fermé les magasins, mais aussi, il n'a pas pris le temps de se vanter, de dire, hey, regarde, on fait tout ça. Qu'est-ce que non, il a dit non, c'est la silence. Puis c'est à vous de réfléchir, puis d'engager avec les communautés autochtones. Si vous avez des questions, c'est à eux qu'on doit demander. Anyway, ça aussi, une petite parenthèse, design thinking là-dedans. C'est-à-dire que qui a la réponse? Et peut-être, si je peux, je vais essayer de faire le pont de ça avec la question qui est la promotion de la santé. Puis moi, je suis vraiment un gros fan de l'idée d'Appreciative Inquiry. Puis je pense que Design Thinking, quand c'est bien fait, ils utilisent beaucoup de ces outils d'Appreciative Inquiry qui est basé sur l'idée de qu'est-ce qui marche déjà. Au lieu de voir les problèmes partout, quelles sont les solutions? Puis moi, je trouve souvent, quand j'étais consultant avec des entreprises, je disais souvent, où est-ce qu'il y a les petits embers, comment est-ce qu'on dit ça, mais les petits... où est-ce que le feu est pas fort dans votre entreprise de créativité, disons, d'innovation, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mousser ça pour faire en sorte que ça devienne un feu de créativité, au lieu de venir de l'extérieur et d'essayer d'imposer une perspective. Mais dans la question de la promotion de la santé, je pense que si c'était un projet sur lequel je travaillais, moi, je commencerais à faire juste une 2 heures, 3 heures d'un brainstorming qui est à dire que quels sont les moments ou quelles sont les opportunités où nous pouvons avoir un impact disproportionnel. Puis j'utilise un mot, je ne dis pas le plus grand impact parce que là, on peut avoir une discussion pendant 4 heures que c'est quoi le plus grand, mais qu'est-ce qui est bleu. Non, mais quelles sont les places où on dit on peut avoir un impact disproportionnel? Par exemple, puis je connais rien de promotion de la santé, alors je vais juste utiliser un exemple, mais si dans notre brainstorming, on dit, regarde, il y a un groupe de personnes entre les âges de, disons, 70 et plus, que pour eux, la mobilité, c'est le plus grand nuiseur à leur santé. Le fait qu'ils ne bougent pas. Alors, si ça, c'est pas là, je vais continuer avec l'exemple juste parce que je vais continuer avec un exemple, mais si on décide que ça, c'est en place, il faut, à le commencement d'un projet comme ça, il faut faire des choix. Il faut faire des choix qu'on va concentrer sur ce problème ou cette opportunité ou quoi que ce soit, ou on va concentrer sur celui-là. Alors, où sont les places où on peut avoir un impact disproportionnel? Peut-être c'est pas le plus grand impact. Peut-être on pourrait faire toute une étude scientifique pour voir c'est que le plus grand, mais on laisse ça à part, on dit, on est confiant que si on changeait ça, ça aurait un impact positif. Parfait, on va le faire. Alors là, qu'on a choisi quelques-unes de ces choses, puis avec vos stagiaires, peut-être vous pouvez faire en sorte que chacun a un problème ou une opportunité à résoudre. Puis ici, c'était les mobilités pour les 70 ans d'augmenter ça. Là, la première chose que je ferais, c'est d'y aller passer du temps avec les personnes plus que 70 ans, puis les demander exactement avec un aspect Appreciative Inquiry, quels sont les moments dans votre journée ou quels sont les moments dans votre semaine où vous êtes plus mobile? Quels sont les moments où vous êtes moins? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous faites ça et qu'est-ce qui fait en sorte que vous faites ci? Et peut-être dans ça, on va trouver que pour eux, tu sais, le fait qu'ils sont tout seuls, puis COVID, je sais, ça nuit à tout, mais tu sais, ils n'ont pas maintenant une raison de le faire, mais qu'ils aiment, je sais pas, ben, ils aiment beaucoup jouer au bingo. Alors, le moment dans la semaine où ils bougent le plus, c'est quand ils vont aux salles de bingo pour jouer au bingo. Puis là, comme Rick a fait avec moi, là, c'est pour creuser. Pourquoi que vous allez faire du bingo? Mais j'aime ça parce que je vois mes amis, j'aime ça, blablabla. Bla, bla, bla. Puis j'essaie d'en creusant dans cette conception, d'essayer de trouver c'est quoi les opportunités qu'on a, c'est le positif, mais aussi c'est quoi les choses qui font en sorte, à la contraire, mais pourquoi que vous bougez pas les lundis soirs? Pourquoi que vous bougez pas les mercredis soirs? Parce que j'ai rien à faire, j'ai pas les moyens, j'ai blablabla, etc., etc. Mais vraiment de demander ces questions-là avec l'humilité de savoir qu'on sait pas. Et d'essayer de comprendre. Et je pense que si vous faites une douzaine d'entrevues avec des personnes, vous allez trouver des choses vraiment intéressantes. Et de là,
par exemple, s'ils disent « Hey, c'est pour voir mes amis, puis je sais pas, j'aime que c'est un peu complexe, mais pas si complexe que ça. » OK, mais peut-être ça serait... Et aussi que le club de bingo, le salle de bingo, c'est pas si loin. C'est pas tout à fait là-bas, quelque chose comme ça. Mais peut-être ce qu'on va dire, OK, mais pour la mobilité, peut-être, hypothèse, ça a besoin d'être proximate, c'est pas loin. Puis aussi, ça doit être communautaire. Puis je suis totalement avec vous, cette idée de l'importance de communauté. Alors, concevons une opportunité, je sais pas. Là, je vais commencer à inventer des choses qui n'ont aucun sens, mais disons peut-être c'est, je sais pas, une soirée de jeux de société. Mais de pas en faire sorte que des personnes doivent se aller au centre communautaire, mais on dirait, mais si on avait des jeux de société, soit des jeux de société dans les communautés, plus proximates où est-ce que les vieux sont, peut-être ça marcherait bien. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on va demander à tous nos amis, puis on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans nos amis qui a une roulotte, un véhicule récréatif? Puis est-ce qu'on peut essayer un soir, puis on va trouver je sais pas où est-ce qu'il y a des édifices d'appartements qui sont plutôt axés vers les personnes de cet âge, peut-être quelque chose comme ça. Et si on mettait notre roulotte, puis on dit, hey, les mardis soirs, venez aux roulottes, puis on va jouer aux jeux de société. Tu sais, ça coûterait rien pour le faire, le pilot. Puis, encore, l'idée, c'est pas le succès, c'est pas de prouver qu'on est super intelligent, puis wow, Mike, c'était une bonne idée, on devrait faire ça. L'idée, c'est d'apprendre. Et la réalité, c'est s'il y a personne qui s'en vient, c'est aussi valable pour nous que s'il y a une centaine de personnes qui ont un line-up outside the door. Parce que s'il y a personne qui s'en vient, on sait, OK, ça marche pas. Mais là, ce qu'on doit faire, on va trouver des personnes qui sont pas venues, puis on doit les demander pourquoi pas. Ah, la roulotte, c'est trop petit, ou je sais pas si personne d'autre va être là, blablabla. Puis au fur et à mesure d'essayer des choses, on va trouver des réponses. Alors, je m'excuse parce que j'ai plongé dans la particularité de cet exemple avec mon propre idée stupide. Mais l'idée, c'est que, premièrement, on identifie un problème, juste un petit problème à résoudre. Puis, est-ce que c'est tout le problème? Est-ce que c'est la plus grande partie du problème? Non, pas du tout. On choisit un problème qui est intéressant. Puis, pour nous, c'est quelque chose qui peut avoir un effet. Deuxièmement, on commence avec toute l'humilité, on passe des entrevues avec des personnes, puis on parle avec eux sur ce problème-là. On les écoute vraiment. On fait des journey maps, des choses comme ça. Il y a tous les outils de design thinking. Rick peut vous partager tout ça, mais on fait des conversations avec eux juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font pas ça, etc. Et en faisant ça, on retourne à nous, on fait un brainstorming, idéalement en impliquant ces personnes-là dans le brainstorming. Faites en sorte que dans vos entrevues, vos douzaines d'entrevues, vous allez trouver 3 personnes qui sont assez branchées puis ils ont des idées intelligentes. Tu dis, hey, peux-tu venir à notre brainstorming? Puis on fait un petit post-it de différentes couleurs puis tout ça, mais apporte-les dans le brainstorming. Puis trouvez 1, 2, 3 choses à essayer. Encore pas pour prouver que oui, c'était une bonne idée ou non, c'était pas une bonne idée, mais de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Comment est-ce qu'on peut apprendre le plus vite possible? Comment est-ce qu'on peut accélérer ce processus d'évolution au plus vite possible qu'on a dans l'espace d'un stage? On a essayé 15 idées, puis on est arrivé avec une idée, puis on a la tasse, puis c'est fait, puis la chose, OK, puis on a juste à faire en sorte que ça devienne plus grand. Ça, pour moi, ce serait une victoire incroyable. Alors, j'arrête de parler, je m'excuse, je parle trop, mais questions ou observations là-dessus? Merci Mike. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Donc, en fait, c'est vraiment une démonstration de qu'est-ce que tu fais de plus petit. Comment tu prends un grand problème et tu le coupes et que tu fais la démonstration d'un petit coup, que tu capitalises, que tu écoutes les personnes et que tu capitalises déjà sur ce qui se fait de bien. Mais ça nécessite vraiment une visite du terrain, d'être vraiment là et de faire un petit coup. Il faut être là. Dans le design thinking, c'est vraiment, je me rappelle, quand on faisait le truc des masques avec pourquoi les gens ne portaient pas le masque dans Charlevoix avant que ce soit obligatoire. Mais Mike t'avait dit à Isabelle Lavallée, mais essaie de comprendre pourquoi ils ne portent pas le masque.
sais, va à l'épicerie. Fait que là, elle est allée à l'épicerie, tu sais, questionnait le monde qui sortait, qui ne portait pas de masque. Juste une petite question, tu sais, qu'est-ce que vous pensez du port du masque? Pourquoi vous le portez? Ah, fait que là, on a compris pourquoi il portait le masque. Pourquoi d'autres le portaient moins. Mais tu sais, juste être là sur le terrain, 10 personnes, ça donne beaucoup d'informations. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Juste pour ce point-là, c'est incroyable. Si tu fais une bonne entrevue, puis une bonne entrevue comme une entrevue design thinking, on parle d'1 heure, 2 heures, on s'assoit avec quelqu'un, puis on les écoute, puis ils font des... Donne-moi ton horaire de la semaine, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, puis demander des questions. Mais si on fait 10, honnêtement, tu as toutes les data que tu as besoin. Okay, je sais, puis je retourne sur le point, je pense que c'est Fanny qui l'a levé la dernière fois qu'on s'est parlé, mais cette idée de, tu sais, les scientifiques, vous voulez une data incroyable, qui est probatif, qui est, tu sais, pour nous, on sait qu'on n'a pas la bonne réponse. On sait qu'on n'a pas la bonne réponse. Alors, 10 personnes, c'est assez pour nous donner des pistes à suivre, même si ces pistes ne nous mènent pas au point qu'eux, ils pensent que ça va aller ou que nous, on pense que ça va aller, mais c'est juste un point de départ. Alors, ne vous forcez pas à faire une centaine d'entrevues. C'est toujours mes clients, quand je faisais ça comme consultant, ils me disaient, OK, but how is this statistically significant? Je dis, mais je m'en fous. Moi, j'ai pas besoin de statistical significance, j'ai juste besoin d'une idée. La significance statistique, ça va venir. On a fait un énorme projet que j'étais à McKinsey, on a fait un énorme projet, avec une entreprise connue mondiale, blablabla. On a fait des quinzaines d'entrevues. Puis le client dit, mais on veut changer l'attitude sur des produits des billions de personnes, des milliards. Comment est-ce qu'on peut faire avec 15 entrevues? J'ai dit, regarde, on va commencer avec 15 entrevues. On va avancer nos idées. Le moment qu'on pense qu'on a une bonne idée, qu'on a testé, blablabla, là, on va faire un sondage de 100 000 personnes. Puis là, je vais avoir votre statistical significance. Avant que vous investissez 50 millions de dollars de produits sur produits, OK, tu veux le confort, on va l'avoir le confort. Mais pour maintenant, 10 entrevues, plus qu'assez. Pardon, Rick, je vous avais interrompu. Mais le chiffre 10, c'est Guy Lafleur, c'est 10 en design thinking. Le chiffre 10, c'est un chiffre magique. Merci, Mike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aller un petit peu plus loin, mais peut-être pendant que vous pensez à votre question, tu sais, Mike, donc tu as vu beaucoup d'entreprises échouer. Oui. Justement, et des organisations. As-tu fait beaucoup de travail dans le domaine de la santé? Pas beaucoup, mais oui, vas-y. Bien, parce que, tu sais, je pense pas que, tu sais, là, on n'est pas là-dedans, là. On n'est pas même dans, tu sais, les moyens de faire des études de marché. On n'est pas dans, tu sais, il y a la recherche qui se fait, puis la recherche, il y a un disconnect avec la clinique. Ça prend 17 ans pour que 14% des études aient un impact chez le patient qu'on dit, tu sais. Fait que ça, sur le terrain, on a des réunions, on prend des décisions. Il n'y a pas beaucoup même, tu sais, de réflexion, de brainstorming, bref. OK, fait que on implante des choses, puis avec le temps, ben on se rend compte que ça ne marche pas, les abandonne, ou il n'y a pas d'uptake terrain. Fait qu'il y a beaucoup de push, mettons, d'en haut de quelques personnes, puis là, ça ne marche pas, puis là, finalement, on le change. OK, ben il n'y a personne qui embarque, finalement, on le tasse ou on l'oublie simplement. OK? Et c'est vraiment quelque chose qui se passe beaucoup dans la société. Donc, il y a vraiment beaucoup de coûts, beaucoup d'impact sur la population, sauf que puisqu'on ne mesure pas grand-chose, comme peut-être l'industrie avec des chiffres, des signes de piastres, on ne s'en rend pas nécessairement compte tout de suite de qu'est-ce qui est perdu comme temps. Donc, dans l'industrie, tu en as vu pas mal planter. Donc, des gens qui sont partis avec des affaires. Es-tu capable de me donner 2-3 exemples, c'est bien connu de comment les gens se sont plantés avec des mauvaises idées bien ficelées, bien poussées dans le marché, mais c'était juste pas une bonne idée. Que tu penses qu'il dit « Ah, shit, ça, c'était quelque chose. Yeah, » Mais je vais vous donner un bon exemple. Puis il y a un livre par un professeur américain qui s'appelle Clayton Christensen. Puis lui a écrit un livre qui s'appelle The Innovator's Dilemma. Puis il y a un article qui a été publié, je pense que c'était la MIT Sloan Review. Si vous trouvez l'article, je pense que l'article... Souvent, les livres de business, c'est un article qui était comme expansionné par un livre. Alors, vous pouvez lire l'article, vous l'avez tous. Mais lui, ce qu'il disait là-dedans, c'est que souvent, les grandes entreprises, ce qu'ils appellent les incumbents, les entreprises qui ont le pouvoir dans le marché, c'est pas qu'ils écoutent pas leurs clients, c'est pas qu'ils font pas des bonnes choses, ils font les bonnes choses, mais
ils perdent le vue de la possibilité. L'exemple parfait de ça, c'est BlackBerry. Tu sais, il y a des jeunes sur l'appel, ils ne savent pas de quoi je parle, mais nous, on a vécu le moment où BlackBerry, c'était le plus grand manufacturier de ces devices magiques du monde. Puis il a tout échoué. Et pourquoi? C'est parce que BlackBerry, il y avait l'arrogance de voir qu'eux, ils savaient qu'est-ce que le marché voulait. Mais ils ont fait leur recherche, ils écoutaient. Mais qu'est-ce qu'ils écoutaient? Ils écoutaient les personnes dans les entreprises, les Chief Technology Officers, qui achetaient les téléphones pour tout le monde. Puis ces personnes-là ont dit, mais moi, je veux quelque chose qui a un bon système de calendrier, qui a un bon système d'email, qui a un bon système de tout ça, un bon téléphone qui fonctionne bien. Puis je vous dis, ça, dans le BlackBerry, c'était toujours mieux que dans l'iPhone. Toujours mieux. C'était toujours le calendrier, le clavier, tout ça, c'était incroyablement mieux. Ma productivité a baissé quand j'ai eu un iPhone au lieu de mon BlackBerry. Mais l'utilisateur, il voulait aussi checker l'Internet. Il voulait aussi voir le score du Canadien la soirée avant. Il voulait aussi regarder Twitter. Il voulait aussi toutes ces choses-là que BlackBerry ne faisait pas. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il faut aussi écouter tout l'écosystème. C'est pas juste la seule personne qui est la personne qui achète les téléphones pour l'entreprise, parce que à la fin de la journée, c'est pas lui ou elle qui va faire la décision, c'est les utilisateurs, parce que finalement, de l'en bas, va forcer à eux d'écouter, on veut toute cette autre modalité, cette autre fonctionnalité, puis le moment que le BlackBerry l'a su, c'était perdu, ils ont perdu le marché. Alors, pourquoi que j'ai dit tout ça? Mais l'autre chose que Clayton Christensen, le professeur Christensen parle beaucoup dans le livre, cette idée que les entreprises, souvent, ils vont chercher l'opportunité de faire le plus d'argent possible. Un bon exemple de ça, c'est Kodak. Voilà, Kodak, encore pour les jeunes, avant qu'on avait les téléphones partout, il y avait des caméras qu'on achetait, puis il y avait une pellicule qu'on achetait. Kodak vendait la pellicule. Puis il faisait une marge profit incroyable sur ça. C'était comme 75-80%. Il faisait de l'argent comme ça se peut pas sur le film. Mais Kodak aussi, il y avait une boîte d'innovation dans Kodak. Puis la boîte d'innovation Kodak a créé la première caméra digitale du monde. Vraiment, toute la technologie, ça vient de recherche qu'eux, ils faisaient. Mais la chose qui s'est passée, c'est que les employés de Kodak, ils disaient, mais ça va tuer notre marché de pellicules, de films. Alors, ils ont tué les idées. Puis on sait tous qu'est-ce qui se passait avec le temps, blablabla. Bla, bla, bla. Mais l'idée, c'est qu'eux, ils étaient focusés sur les résultats immédiats. Ils ont dit, mais si on tue nos marges, tu sais, sur ces caméras digitaux, on ne va pas faire l'argent parce que là qu'on vend, on ne vend plus rien. Mais avec le film, c'est toujours, il faut acheter plus. Troisième exemple, et là j'arrête, Netflix. Netflix, ils étaient à un moment où Netflix a commencé avec des DVD qu'on avait dans la poste. Souviens-tu, tu recevrais le DVD, vous l'envoyez. Puis ils ont tué tous les magasins de vidéo. Un moment, Netflix a vu, mais c'est pas les DVD par la poste avec lesquels on va faire l'argent, c'est le streaming, c'est le live streaming, tu sais, sur l'Internet. Mais dans le temps, le business des DVD faisait l'argent incroyablement. Mais Reed Hastings, qui était le chef de Netflix, il a non seulement dit non, c'est pas notre priorité, les DVD, parce que c'est pas le futur. Ce qu'il lui a dit, il a exclu toutes les personnes qui travaillent dans le business de DVD du rencontre de l'exécutif. Il dit non seulement on va pas prioriser ça, on va pas penser à ça. Continuez à faire votre argent si vous voulez, parfait, mais nous, on va dans cette direction-là. Pourquoi je donne tous ces exemples-là? Parce que vous avez parlé de cette idée de mesure de sous. Moi, je pense qu'un problème, c'est que souvent, on mesure la mauvaise chose. Je vais essayer de faire un exemple en médecine. La pharmaceutique. Souvent, on a créé des nouveaux pharmaceutiques qui sont incroyables, mais les personnes ne les prennent pas. Je sais pas, je suis pas un expert là-dedans, mais ce que je sais que spécialement avec les vieux, prendre la médecine dans le bon moment, avec les bonnes choses, c'est un incroyable problème. Et même si vous avez la pilule magique qui va résoudre tous vos problèmes, si vous ne le prenez pas, ça ne marche pas. Alors, pour moi, ça, c'est l'opportunité de design thinking.
sais, dans la médecine, c'est cette question-là. C'est pas l'efficacité dans quelque chose pour votre foin ou quoi que ce soit. Non. C'est l'aspect humain, cet aspect de faire en sorte que les personnes vont bouger plus, qu'ils vont prendre le médecin quand ils veulent, tout ça. Ça, c'est le challenge. Puis ça, c'est la place où je pense que le design thinking a une incroyable opportunité. Mais il faut mesurer ça. Il faut mesurer pas nécessairement un impact. Tu sais, c'est quoi la longévité de la société ou quelque chose comme ça. Mais il faut mesurer d'une façon ou d'une autre le fait que non seulement qu'on a la médecine parfaite, mais les personnes l'utilisent de manière efficace. Je sais pas si ça a du sens. Je pense que j'ai fait un gros tournée de 4 ou 5 différentes idées, mais je m'excuse pour ça. Non, pas du tout. C'est vraiment intéressant. Il nous reste 10 minutes au total. Donc, une question 2, là, probablement plus rapid fire. Si vous avez des petites questions rapides et bang, on va aller, Mike, si on va faire un peu un petit tour rapide. Puis, oui. Donc, Jean-Guy, tu avais levé la main. OK. Oui, c'est beau. Bon, écoute, première chose, je veux te dire, Mike, fais-toi-en pas. Hein. On ne t'en veut pas que tu aies été un jour un avocat. Fait que ne te pas coupable pour ça. La deuxième des choses, je vais essayer d'aller bien vite, mais tu sais, toi, tu étais recruté par Simons, qui a recruté quelqu'un qui probablement ne connaissait pas tout ce qu'il y avait, comment ça fonctionnait un magasin de vêtements, qui, dans le fond, il voulait avoir quelqu'un qui ne connaissait pas ça pour qu'il pose de bonnes questions. C'est un peu ça, hein? Je pense que oui. Bon, là, le ministère de la Santé, là, ils veulent réparer le système. Ils ont pris un sous-ministre qui, lui, a bâti ce système-là. Mm. OK? Et comprenez-vous que nous autres, on est pris avec ça. Là. On est pris avec cet esprit-là. C'est comme, je finis avec ça, c'est comme si on avait, une petite entreprise avait des trains à vapeur encore, qu'on lui disait, mais vu qu'on a des trains à vapeur, on va engager quelqu'un qui connaît les trains à vapeur. Mm-hmm. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi, qu'on va s'en sortir. Ouais. Tu as donné des trucs pour organiser des choses, mais comment tu vois ça? Et Mike, même, on devait même parler de comment, tu sais, vous avez comment vous faites votre recrutement et votre rétention aussi dans 5 minutes. Tu reviendras pour une session de mentorat, si tu veux, dans le mini-lab pour aller plus loin. Je veux juste pas que les gens pensent que, tu sais, on va oublier ça, on va revenir, parce que tu es là pour justement recruter et retenir le monde. Oui. Et donc, là, on parle encore de... Ouais. Mais vas-y, je vais juste répondre à la question de Jean-Guy. Puis Rick, juste pour m'excuser, j'ai 5 minutes, puis je vais sortir à 2 heures pile parce que le monde... mais à votre question, Jean-Guy, je pense que la question que moi, je poserais, c'est que, puis je connais rien de tout ce système de sous-ministre, puis blablabla, mais je poserais la question, utilisez cet aspect de design thinking pour le problème en soi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est important pour cette sous-ministre? Souvent, je pense qu'on plaint de nos parties prenantes, puis on dit, lui ou elle agit d'une façon que c'est stupide, pourquoi qu'ils font ça? Attendez, vous remettre le chapeau d'humilité pour dire, comment est-ce que je peux voir le monde de son perspective? Qu'est-ce que lui ou elle voit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Je vais donner une petite anecdote, puis je l'ai déjà utilisé dans le passé, je m'excuse. J'ai une fille, une petite fille, et ma fille, quand elle avait 4 ans, quelque chose comme ça, elle marchait dans la rue. Puis elle a dit, mes enfants, ma femme brésilienne, mes enfants parlent portugais. Il dit colo, qui veut dire prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Puis moi, comme je suis parent incroyable, j'ai dit non, quand même, imagine ça, tes jambes ne sont pas cassées, tu vas marcher tout seul. Tu la parles fort, tout ça. Puis ma fille m'a dit, elle a continué à marcher, puis elle a pensé, puis à un moment, elle a dit, tu sais, j'aimerais ça avoir un câlin. Alors, comme, tu sais, c'est ton corps, mais certainement. Puis elle dit, OK, mais pour faire ça, il faut que tu me prends dans tes bras. Là, j'avais peur parce que là, c'était à 4 heures. Mais ça, c'est exactement de quoi je dis. Si tu demandes à quelqu'un quelque chose d'une façon qui est basée sur ce que eux ils veulent, là, tu es beaucoup plus propice à l'avoir. Mais pour faire ça, il faut comprendre
je dis le mot adversaire, mais il faut comprendre votre adversaire mieux que eux, ils se comprennent. Il faut que vous compreniez leur psychologie. Puis, négociation, design thinking, tout ça, c'est toute la même chose. Il faut comprendre la perspective de l'autre avec l'humilité et sans jugement. Il faut pas vous juger la personne. Il faut pas vous dire, mais la seule chose qu'il veut, c'est avancer son propre carrière, puis ça, c'est pas bon, puis blablabla. Non, attendez. Pourquoi qu'il veut avancer son carrière? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi qu'il veut? C'est quoi si on creuse dans l'iceberg un peu les couches, là? Au fond, qu'est-ce qui motive cette autre personne? Et si vous pouvez donner cette chose qui le motive en enrobant ce que vous voulez, enrobant ça avec la motivation pour eux, succès garanti. Mike, l'heure est terminée. Tu dois aller à ton prochain meeting. C'était excessivement généreux, informatif. Ça nous a... merci pour ton humilité, tes insights. On va comme on dit, ça va percoler, je pense, tout ça. Et tu reviendras pour les sessions de mentorat, si tu veux, sur les mini-labs. On pourra parler de comment vous recruter, retenir votre stratégie, comment on pourrait utiliser ça pour les infirmières. J'espère que, Jacques, ça a été utile. Merci aussi de ton partage, Jacques, de cette situation-là. Écoute, Mike, c'est toujours un plaisir. On a vraiment hâte de te revoir. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut te rejoindre assez facilement, même si tu es occupé. Et si tu as besoin de quelque chose, tu peux nous appeler aussi. On va toujours être là pour toi. Mais là, je veux l'invitation au restaurant mexicain au Baie-Saint-Paul la prochaine fois que vous en allez. Oui, OK. On va faire ça. Chaque fois que je sors avec Rick, il m'apporte à Ashton. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme... Vous autres, vous allez des bons restaurants, puis lui, il m'achète un bon poutine. Rien contre Ashton, c'est toujours délicieux. Moi, je vais juste renforcer le message. Honnêtement, si je peux être de l'aide, c'est ça qui me rend de joie. Honnêtement, c'est vraiment important. Alors, s'il y a quelque chose que je peux vous aider avec, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, c'est dans l'email. Sinon, Rick a tous mes points de contact. Si je peux vous aider, ce serait un grand plaisir. Ce serait un grand plaisir de retourner, de parler plus. Je m'excuse d'avoir parlé trop. J'aimerais plus que je pourrais vous demander des questions, d'apprendre de vous autres, mais je pense que c'était un peu le point de ça. Alors, Rick a insisté qu'il faut que je parle cette fois-là, mais la prochaine fois, je serais plus intéressé d'avoir de vos perspectives puis d'avoir une discussion au lieu d'une allocution. Mais merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi pour tout ce que vous faites pour la société puis tout ça. C'est une intéressante chose. La COVID nous a fait réaliser tellement que les choses que nous pensons qui sont importantes, comme faisant des photocopies ou des choses comme ça, sont pas si importants. Puis autant que ce que vous faites en termes de la service de la santé, puis tout ça, c'est incroyablement important. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Et on se voit bientôt, j'espère.